Mes amis, aujourd'hui, je vous fais une capsule sur les hausses d'impôts inévitables. Je vais essayer de vous montrer pourquoi il faut se tenir sur ses gardes et pourquoi des hausses d'impôts dès cette année sont extrêmement prévisibles, même si, on est bien d'accord, on est dans la statistique, on n'est pas dans la voyance, donc ce sont des probabilités fortes pour des raisons que je vais vous expliquer. Il faut prendre toujours un peu de recul, mais je vais essayer de vous montrer pourquoi un enchaînement de circonstances assez logiquement risque très 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 fort de faciliter, de pousser à des hausses d'impôts dès le mois de juillet. Et je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo patrimoine sur ce sujet. J'en refais une deuxième pour vous dire comment vous prémunir contre ces hausses d'impôts qui arrivent, ou en tout cas quelles sont les manœuvres d'urgence que vous devez tenter pour éviter la déroute totale. Mais auparavant, je fais quelques appels publicitaires. D'abord pour vous dire que le Courrier propulse une liste aux élections européennes qui sera une liste citoyenne, d'essence libertarienne. Je vous présenterai le programme très prochainement. On en reparlera avec Édouard Husson également, qui est tête de liste. J'en profite pour dire que notre participation aux élections européennes, qui est très, 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 très probable à ce stade, mais on attend l'avis du ministère de l'Intérieur sur notre liste. Le pire n'est jamais sûr, mais il peut arriver. Mais cette liste est évidemment un pied que nous mettons dans une logique de construction d'un mouvement libertarien qui s'appelle Rester libre. Vous pouvez y adhérer. On va mettre tout en ordre parce qu'on est un peu débordé. Puis on vous réserve sans doute des surprises. Mais donc, rejoignez-nous si ça vous intéresse. Et puis, si vous voulez avoir des informations régulières, gratuites, et suivre notre actualité, rendez-vous sur le fil Telegram Rester libre. Ce fil Telegram est gratuit. Telegram, c'est 15 secondes de téléchargement et ça vous permet d'être systématiquement informé facilement. Alors, c'est important de le faire parce que, à la lecture de ce que je vais vous dire, vous allez voir que probablement il y aura des tentatives ou des tentations de mise sous contrôle des opposants les plus chiants comme nous. Et donc, Telegram est pour l'instant encore un havre de paix ou une zone protégée contre la censure. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes déjà 32 000, je crois, à nous suivre sur Telegram. Eh bien, continuez, ça nous fera du bien. Voilà. Je vais aujourd'hui donc vous parler de ce sujet qui est des hausses d'impôts en juillet, les scénarios possibles de Macron. Alors, je vous réexplique la logique. Ce que je vais vous dire là n'est évidemment pas tiré d'un jeu de tarot divinatoire. Ce que je vous dis, ça s'appuie sur des hypothèses telles qu'on peut les dessiner aujourd'hui. Alors, des hypothèses que je vais vous présenter, je vais vous en présenter que deux, mais il peut y en avoir beaucoup plus. C'est une première chose que je voudrais vous dire, c'est que très souvent, j'entends dire tout est écrit à l'avance. Les élections sont truquées, et puis ils ont déjà un plan, ils savent ce qu'ils vont faire, et nous, on ne peut rien faire, on est des petites choses en sucre, et on est des victimes. Voilà. Alors en réalité, non. D'abord, tout ne peut pas être prévu, je vais vous montrer pourquoi, parce qu'il y a plusieurs scénarios qui peuvent se réaliser. Je vais essayer de vous montrer comment des petites choses, des petits changements dans des scénarios peuvent entraîner de grandes conséquences. Et deux, vous n'êtes pas des petites choses impuissantes. L'histoire se fait avec tout le monde, alors certains avec des influences diverses, mais nous sommes les plus nombreux. Et l'histoire, c'est nous qui la faisons. Ce sont pas les gens de pouvoir. Voilà. Et donc, en tout cas, ils la font moins que nous d'une certaine façon, et nous avons la faculté de nous rebeller, de nous révolter, de refuser d'obéir. Mais c'est vrai que ça suppose de prendre des risques, ça suppose de faire des efforts. Et je vois bien que beaucoup de gens aimeraient qu'on change le cours de l'histoire sans qu'il n'ait d'efforts à faire. Ils disent simplement, on voudrait que ça se passe autrement. Voilà. Et puis hop, ah, ça marche pas, voyez bien, on ne peut rien faire. Ben non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ces intérêts dans la vie, il faut savoir les défendre et malheureusement se mettre en risque pour les défendre. Donc, je vais essayer de vous montrer comment, en tout cas pour l'instant, l'histoire n'est pas totalement écrite. Je vais même me faire disparaître de l'écran et comme ça, je peux mettre mes lunettes et faire le coquet. Je retiens qu'il y a aujourd'hui deux scénarios possibles dans l'évolution politique française. Il y a un premier scénario qui est un scénario que je dirais moyen. C'est le scénario qu'on peut considérer comme
le scénario ventre mou, le scénario probable, plausible. Et dans ce scénario, les élections européennes, d'abord, débouchent sur une victoire relative du Rassemblement national. Et vous savez qu'aujourd'hui, on fait beaucoup, les journaux de la presse subventionnée titrent beaucoup sur l'envolée du RN, l'envolée de Bardella dans les sondages. Ce genre de titre est fait pour démobiliser l'électorat du RN. Et donc, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait de mauvaises surprises, si vous voulez, dans ces scénarios. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que finalement, à force de dire Bardella va remporter les élections haut et fort, les électeurs du RN ne se déplacent pas et qu'au fond, il fasse moins de 30%. Et que de son côté, Valérie Hayer, à force de jouer sur la peur, on entend Macron dire l'Europe va disparaître, la Russie va nous envahir, tout va mal, il n'est pas impossible que ça arrive à remobiliser une partie de l'électorat de, j'allais dire la République en marche, de Renaissance. Hein. Et donc on aurait, si vous voulez, si on avait un Bardella à 28% et une Valérie Hayer à 17 ou 18%, Macron pourrait dire on a remporté une victoire. On pourrait dire que c'est quand même mieux que si c'était pire. Voilà. Et dans cette hypothèse, dans ce scénario moyen, les Républicains parviennent à se maintenir, à avoir quelques élus, 5 ou 6 élus. Ils parviennent à 5%. Et au fond, on est dans une espèce de continuum un peu mou, hein, où on se trouve aujourd'hui, à savoir qu'on connaît le ticket final des élections et rien ne bouge, rien ne change. Et dans ce scénario, je pars du principe qu'il y a une majorité loyaliste, c'est-à-dire favorable à l'Union européenne, claire, qui se dégage au Parlement européen, avec une Commission européenne qui peut être constituée dans de bonnes conditions. Des gens élus avec une majorité, un soutien, et une équipe qui peut se revendiquer d'un soutien au Parlement européen, d'un soutien d'européistes. Ça veut dire que dans cette hypothèse, les populistes, comme on dit, ne dégagent pas une minorité de blocage au Parlement européen et ils ne sont pas incontournables et l'Europe continue. Et dans ce scénario moyen, on part du principe que Macron, dans ce cadre, se dit, bon, pour des raisons que je vais expliquer, il se dit on va faire une loi de finances rectificative pour gérer la dette et le déficit excessif qu'il y a en France. Et dans cette hypothèse, je pars du principe que la Standard & Poor's ne dégrade pas vraiment la note de la France, peut éventuellement la mettre sous perspective négative, mais qu'au fond, il n'y a pas de pression des marchés immédiate qui oblige Macron à prendre des positions compliquées. Voilà. Il y a un deuxième scénario qui est le scénario catastrophe. Alors, je dis un deuxième scénario. Il y a 20, 40, 50 scénarios. Je le souligne, je le répète, je le rabâche parce que je vois souvent dans les commentaires des gens qui disent ah oui, mais alors vous n'avez pas retenu telle hypothèse. Je ne peux pas retenir toutes les hypothèses. Je prends les deux systémiques, les deux caricaturales, si vous voulez, et bien entendu, tout peut être nuancé de grâce. Vous racontez n'importe quoi, vous n'imaginez pas, vous n'avez pas prévu que ceci, vous n'avez pas prévu que cela. On peut, dans la vie, dire, monsieur, peut-être que vous avez sous-estimé le poids de tel ou tel paramètre, sans dire, vous racontez n'importe quoi, vous dites des conneries, vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc vous êtes l'opposition contrôlée, et j'en passe sur, vous n'avez pas prévu la victoire de Asselineau haut la main, toutes ces choses. Et ces choses peuvent arriver, peuvent exister. Je ne prétends absolument pas être Madame Soleil, ni maîtriser tout. Je dis les hypothèses probables aujourd'hui, plausibles statistiquement, mais il y en a d'autres, nous sommes bien d'accord. J'examine ces deux-là qui sont les plus importantes pour le sujet de la dette. Et dans ces deux-là, eh bien, le scénario catastrophe, c'est un vrai triomphe du Rassemblement national au-dessus de 30%, une déroute de Valérie Hayer du côté de Renaissance, et un LR à moins de 5% qui n'a plus d'élus. Ça veut dire que le bloc central, comme dit Macron, est englouti aux élections européennes et la défaite politique est cuisante et remet en cause la légitimité de Macron à prendre des mesures sur le plan interne, sur le plan national, sans tenir compte de ce signal majeur qui est envoyé. Et dans ce scénario catastrophe, il se trouve que la victoire du Rassemblement national, elle est à l'image de ce qui se passe dans les autres pays de l'Union, c'est-à-dire que
les populistes remportent une victoire large, même s'ils ne sont pas majoritaires de façon absolue, ils dégagent une minorité de blocage qui empêche d'élire une commission européenne qui soit une commission acceptable. C'est-à-dire que dans ce scénario, eh bien, l'Europe commence à se déchirer sur est-ce qu'on accepte une commission qui intègre ou qui fait une coalition avec des gens qui sont contre l'Europe. Alors, des Asselineau, si vous voulez, mais des Bardella, même on peut difficilement qualifier d'anti-européen, mais avec des populistes qui ne se réclament pas de la tradition qui a justifié la création de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre-là, il y a un problème politique, c'est-à-dire que l'Union européenne n'est plus gouvernable. Et ça entraîne un phénomène immédiat, c'est une crise de l'euro, c'est-à-dire que les marchés vont commencer à spéculer sur l'effondrement de l'Europe, peut-être sur sa disparition et sur la disparition plausible ou probable de l'euro. C'est-à-dire que, et évidemment, il ne s'agit pas d'une disparition dans les 6 mois, mais les marchés commencent à se dire « Oups, ça y est, les forces loyalistes, si j'ose dire, le bloc central n'est pas parvenu à se remobiliser. Beaucoup de gens ont quitté le bloc central pour rejoindre les populistes. Et donc, on peut parier sur, dans les 5 ou 10 ans, une disparition de la zone euro parce qu'il y aura des tensions de plus en plus grandes entre les mauvais élèves comme la France qui bouffent le pognon des autres, avec d'ailleurs des citoyens qui sont convaincus que c'est eux qui payent. Et c'est quand même le comble, c'est qu'aujourd'hui, la France peut s'endetter dans des proportions colossales sans voir les taux d'intérêt augmenter grâce quand même à la couverture de l'épargnant allemand, voilà, grâce au sérieux du contribuable allemand. Et on va s'apercevoir que finalement, ce consensus n'est plus possible, que soit en Allemagne, il y a une remise en cause de l'Union européenne, avec notamment une AfD qui arriverait, qui serait puissante, soit tout le monde va spéculer sur le fait que la France, l'Italie, l'Espagne sont de trop mauvais élèves et que donc, tôt ou tard, les Allemands diront on arrête le cirque, on arrête le cinéma. Voilà. Et les marchés vont anticiper ce phénomène, vont exprimer leurs craintes en spéculant contre l'euro et en achetant du dollar au lieu d'acheter de l'euro. Vous savez, je vois bien dans les milieux résistants le grand fantasme de la dédollarisation du monde est en cours. On va déjà attendre la fin des élections européennes pour voir si c'est vrai. Le grand drame, c'est de croire qu'une tendance qui existe sur 1 ou 2 ans devient un grand phénomène historique. Il faut prendre un peu plus de recul. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas écrit, contrairement à ce que beaucoup de naïfs pensent, et beaucoup de feignants, d'avachis. Je pense que ceux qui pensent que tout est écrit ne sont pas tous des avachis, mais il y en a beaucoup parmi eux. C'est plus facile de se dire je peux rien faire à part rester dans mon fauteuil et pleurnicher, parce que tout est écrit et je ne peux rien faire. Voilà. Ça, c'est le discours moyen de l'avachi français. Alors, il y a des gens qui pensent que tout est écrit parce qu'ils ne sont pas avachis, pour d'autres raisons, mais beaucoup de ceux qui pensent que tout est écrit à l'avance, qu'il n'y a pas de hasard dans l'histoire, cherchent juste des prétextes pour cacher leur avachissement, pour dire mais je peux rien faire de toute façon. Vous voyez, on n'en sait rien. Et peut-être que au mois de juillet, d'août, il va y avoir une fuite de l'euro, si vous voulez, et une course au dollar. Et là, tous ceux qui nous disaient il y a 6 mois la dédollarisation arrive, on se dit c'est un peu plus compliqué que ça. Bon. Je pars dans ce scénario du fait que Standard & Poor's a rajouté de l'huile sur le feu le 31 mai en baissant la note de la France, en dégradant la note de la France, ce qui serait un signal envoyé sur le fait que l'agence de notation la plus respectée dans le monde pense qu'il y a un problème en France qui ne sera pas soluble. Donc ça, on est dans le scénario catastrophe. Alors, je vous examine chacun des scénarios. Dans le premier scénario, qui est le scénario moyen, j'essaie de me remettre en grand, voilà, parce que j'ai écrit plus gros pour que vous puissiez lire comme ça. Dans ce scénario moyen, on a, donc j'espère que vous avez suivi les événements politiques en France où il y a un débat. Initialement, Gabriel Attal et avec lui Bruno Le Maire avaient annoncé l'adoption, la présentation et l'adoption au mois de juillet d'une loi de finances rectificative pour rétablir les comptes, ou en tout cas prendre des mesures d'économie nouvelles et juguler le déficit, le dérapage du déficit. Il ne s'agissait quand même pas de revenir à l'équilibre budgétaire,
Il s'agissait juste de gérer le dérapage, de limiter le dérapage du déficit budgétaire. Et donc, Macron a dit « je ne veux pas de loi de finances rectificative » parce que c'est ouvrir la possibilité à une motion de censure qui ferait tomber le gouvernement. Et pourquoi cette possibilité? Parce que le groupe républicain avait dit que le seul sujet qui les déciderait à voter une motion de censure, ce serait les finances publiques. Et donc, pour éviter une motion de censure, puisqu'on le sait, cette loi de finances rectificative ne pourrait passer qu'avec un 49.3, et donc la possibilité d'une motion de censure. Pour éviter cet engrenage et cette seringue, Macron a tranché en disant « on n'en a rien à foutre du pognon, ils se démerderont et on ne fait pas de loi de finances rectificative ». Voilà. Sauf que dans cette hypothèse, on sait tous qu'au mois de juillet, la Commission européenne, si elle est élue dans le scénario moyen, entamera une procédure de déficit excessif contre la France et exigera des mesures d'économie que Macron ne veut pas prendre aujourd'hui. En tout cas, il en prend de trop petites. Et donc la Commission européenne, on le sait, en juillet, va exiger de la France des fortes économies. Et donc, dans le scénario moyen que j'imagine, Macron évite la motion de censure, en partie parce qu'il peut dire il ne passe pas au 49.3, et il fait un texte plutôt intelligent où il lâche des concessions à un peu tout le monde. Donc il reste au pouvoir parce qu'il n'a pas subi de déroute électorale, et il trouve un accord avec LREM et avec la NUPS en disant « vous ne me faites pas tomber, on ne fait pas de 49.3, mais vous adoptez le texte que je propose », y compris en traitant peut-être avec le soutien du Rassemblement national pour éviter une situation de crise majeure. Et donc le texte qu'il proposerait serait un budget rectificatif pour satisfaire les demandes de la Commission européenne. Et ce budget rectificatif, il ne pourra pas être fondé que sur des économies. Donc moi, je pense que Macron va proposer 5 milliards d'économies supplémentaires pour satisfaire l'Union européenne, avec une mesure sur l'assurance chômage qu'il a annoncée dans le plan de stabilité qu'il a envoyé au mois d'avril. Et donc l'idée va être de dire on comprime les dépenses sociales de 5 milliards, voilà, grosso modo, mais pour avoir le vote probablement du RN, avoir le vote au sein même de sa majorité, avoir des votes à gauche, il propose des impôts nouveaux, et je vous en parle dans une vidéo que je fais pour la chaîne Patrimoine tout à l'heure. Je vous explique quels seront ces impôts nouveaux. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne Patrimoine pour dire quels seront ces impôts nouveaux. Regardez-là, parce que ce seront essentiellement des impôts sur le patrimoine, des impôts sur la rente, comme on dit, et ça nous pend gros comme une maison. Hein. Donc on rappelle quand même à ce stade que, premier point, Gabriel Attal a annoncé la constitution d'une espèce de think tank, enfin de groupe de travail avec des économistes comme Bozio, qui sont des économistes qui se sont d'ores et déjà prononcés sur la levée d'un certain nombre d'impôts, mais pour l'instant, les travaux de cette commission sont bloqués parce que le gouvernement ne veut pas, à quelques semaines d'une élection qui est mal partie, communiquer sur des hausses d'impôts, mais les travaux sont prêts. On sait déjà ce que pensent ces économistes sur les impôts nouveaux à créer ou à augmenter en France. Et par ailleurs, je le redis, je l'ai dit cette semaine dans le Courrier des stratèges, lisez nos articles, abonnez-vous. C'est ce soir que les tarifs augmentent, donc il vous reste quelques heures pour vous abonner au petit tarif. Donc, Éric Coquerel, qui est président et LFI de la Commission des finances, prévoit de monter un groupe de travail pluripartite, notamment avec le MoDem, pour proposer des hausses d'impôts. Et là aussi, on sait à peu près ce qu'ils ont dans la tête. Et ça risque de vous faire très mal. J'en parle dans la vidéo patrimoine. Regardez là. Dans tous les cas, dans le scénario moyen, pour éviter une crise politique, Macron devra faire des compromis sous la pression de l'Union européenne, avec les partisans de l'impôt. Et donc, faites attention parce que ça peut très bien vous arriver. Mais dans le cas où le scénario catastrophe se réalise, la situation n'est pas meilleure. Pourquoi? Parce que on est donc, je le redis, dans une crise de confiance des marchés vis-à-vis d'une Europe bloquée.
il n'y a pas de majorité pour réélire une nouvelle Commission européenne, il n'y a pas de majorité claire. Il y a des disputes, des polémiques, tout ça s'envenime, et la Commission ne se sent plus apte, ça c'est une bonne chose pour certains, à demander à la France des efforts. En tout cas, la Commission n'entame pas de procédure de déficit excessif contre la France. Simplement, tous les marchés se disent l'Europe, c'est devenu le bazar, c'est Beyrouth, et la France, c'est une catastrophe. Macron n'a plus aucune légitimité, le RN est en proue, et là, tout le monde se dit oups, il y a un pays dont il ne faut plus acheter la dette, c'est la France, et là, les taux d'intérêt explosent, et les finances publiques sont aux abois, c'est-à-dire que nous vivons une crise à la grecque. C'est un scénario à la grecque et on ne trouve plus d'argent frais pour payer les fonctionnaires, pour payer l'essence des voitures des fonctionnaires, des voitures de fonction. On ne trouve plus d'argent pour payer les retraites, on ne trouve plus d'argent pour payer les innombrables allocations qu'on verse pour avoir la paix sociale et pour avachir les gens. Voilà, c'est la catastrophe. Et la grogne s'étend dans le pays. Et donc, face à ce bordel, puisqu'il a subi une grande défaite face au Rassemblement national, Macron décide de dissoudre l'Assemblée et il nomme Bardella à Matignon. Et là, Bardella doit... Alors, Bardella a été intelligent, il a évité de participer à des débats. Voilà. Et chaque fois qu'il a parlé d'économie, c'était pour faire du Macron. Du Macron à Macron de gauche, à Macron qui dirait on va créer des impôts. Et donc Bardella arrive en pouvoir, il arrivera dans une impréparation totale. Le ministre des Finances sera Jean-Philippe Tanguy, qui a quelques croyances qui sont les mêmes que celles de Macron, parce qu'ils sont issus de la même école de pensée et de la même caste. C'est la dépense publique est une bonne chose, on rembourse la dette en faisant de la croissance, et donc, baisser les impôts, c'est pas bien, baisser les dépenses sociales, c'est pas bien. Et dans ce cas-là, la réponse immédiate, ce sera, dès cet été, pour calmer les marchés, une hausse d'impôts, peut-être aussi une baisse des dépenses, mais d'abord une augmentation des impôts, avec tout ce qui leur passe par la tête à ce moment-là, peut-être même avec les idées préconisées par le groupe de travail que Attal a réuni pour savoir que faire pour sauver la situation. Résultat, dans les deux cas, vous voyez bien, dans les deux scénarios, la hausse d'impôts dans des proportions qui sont encore inconnues, elle est à peu près inévitable. Alors, pour une raison politique assez simple, c'est que la baisse des dépenses, les économies, ce que les Français appellent l'austérité, est quelque chose de très impopulaire parce que c'est comme la cocaïne, si vous voulez. Il y a un phénomène d'addiction des populations à la dépense publique, et spécialement la dépense sociale, avec des arguments qu'on connaît. C'est trop dur, on n'y arrive pas, on s'en sort pas, il faut nous aider, sinon, voilà, on sera tous endettés, on va tous finir en esclavage au train où ça va, on travaille tous trop, donc on connaît, donc il nous faut des dépenses sociales, voilà, il faut que l'argent tombe du ciel. Et puis vous comprenez, on est épuisé 35 heures par semaine, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas travailler plus, enfin, tout ce que je lis couramment sur Internet, et les mêmes qui vous disent en même temps, c'est scandaleux, la dette, elle est voulue par les créanciers. Enfin, on invente la dette de l'État, on nous force à nous endetter. Enfin, sauf que chaque fois qu'on dit on va diminuer les dépenses parce que finalement tout ça pèse très lourd, on dit ah non, mais il nous faut de l'argent. Et donc les mêmes qui dénoncent l'endettement de l'État sont les premiers à le demander et à en profiter. Avec ce fantasme, on le redit, d'expression débile, je suis désolé, débile, du genre il faut que l'État ait le monopole d'émission de la monnaie et il faut que l'État donc puisse faire tourner la planche à billets comme il veut, c'est-à-dire à 0%. On emprunte à la Banque centrale à 0%. Donc on sait tous que c'est de la connerie. Il faut à un moment donné arrêter de raconter des conneries. Pourquoi c'est de la connerie? Parce que emprunter à 0%, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. La Banque centrale, on empruntait même à taux négatif auprès de la Banque centrale européenne. Et cet emprunt, il a débouché sur 600 milliards de dettes nouvelles. C'est-à-dire que si on dit à l'État, vous empruntez à 0%, la dette va exploser. Et ce ne sera pas du fait des capitalistes, ce sera qui en profitent pour faire payer des intérêts. Ce sera du fait des gens qui disent, la dette, c'est pas bien, mais allez, grosse bouffe à faim. Et deux,
Si on fait tourner la planche à billets, c'est-à-dire si l'État a la faculté d'aller voir une banque centrale pour dire donnez-moi de l'argent gratuitement, eh bien, il va y avoir une inflation généralisée parce qu'il y aura une explosion de la masse monétaire. Et tout le monde va souffrir. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui hurlent comme des putois parce que l'alimentation a augmenté 10%, sont suffisamment débiles pour dire alors, si on faisait 30% d'inflation en demandant de l'argent gratuit à la Banque centrale, c'est inepte. Voilà. Et troisième point, redisons-le une fois pour toutes, le monopole de l'émission monétaire par l'État, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de crédit à la banque pour acheter votre maison. Est-ce que vous comprenez la connerie que vous dites quand vous vous expliquez qu'il ne faut plus que d'institutions autres que l'État puissent prêter de l'argent et émettre de l'argent, créer de l'argent? C'est ahurissant d'entendre des débilités pareilles de la part de gens arrogants qui vous expliquent en plus « Ah, vous n'êtes pas d'accord, vous défendez le grand capital, vous défendez Macron. » Non, vos conneries, vos idées sont des idées que le peuple rejettera en masse et qui feront souffrir le peuple si on les mettait en œuvre. Et tout ça pour ne pas accepter que, eh bien oui, il y a des gens, ils reçoivent des allocations, il faut arrêter de leur verser parce que ça coûte trop cher. Voilà. Et il y a des fonctionnaires, moi je suis allé pour déposer la liste, me faire une attestation d'inscription sur liste électorale, il y avait 7 fonctionnaires pour 2 usagers. Et oui, il y a des fonctionnaires qui ne foutent rien. Voilà. 7 fonctionnaires pour traiter 2 personnes qui arrivent dans un bureau, c'est extravagant. Voilà. Eh bien, ces gens-là, il faut les mettre chez Pôle emploi parce qu'ils vivent sur la dette. Voilà. Et ils créent de la dette. Et ce n'est pas les capitalistes qui nous obligent à recruter ces fonctionnaires sous-employés, hein, en surnombre, évident. C'est la facilité, la paresse et l'avachissement de beaucoup de Français qui disent le service public, c'est bien, il faut plus de fonctionnaires, on sera plus heureux. Ben non, vous êtes plus endettés quand il y a plus de fonctionnaires, quand il y en a tellement qu'ils se battent pratiquement pour trouver un boulot dans la journée. Bon, voilà. Je fais une vidéo patrimoine pour vous dire quels sont les impôts qui vous attendent et qui risquent très fort d'être adoptés en juillet avec effet dès le mois de juillet. Faites très attention à ça. À bientôt, mes amis.